avant de me marier. J'avais jeté mon dévolu sur un superbe appartement de standing d'une valeur de 800 000 € en plein cœur d'un quartier prisé. Un projet que j'avais financé intégralement grâce à mes propres économies. Sans solliciter le moindre centime à qui que ce soit ni contracter de prêt bancaire. Car je pensais sincèrement que cet endroit constituerait le socle solide de notre future vie commune. Mais le jour de la signature de l'acte de vente chez le notaire, Bastien est arrivé accompagné de ses 2 parents et au moment précis où j'ai posé les yeux sur la clause désignant les acquéreurs. Mon cœur a manqué un battement tant le choc fut brutal car ce n'était pas mon nom qui figurait sur le document mais celui de ses parents. Tandis que Bastien gardait un sourire imperturbable et me lançait d'un ton d'une légèreté déconcertante que mettre l'appartement au nom de ses parents permettrait d'optimiser certains frais de succession et de notaire. M'enjoignant de payer la somme prévue puisque nous étions désormais une seule et même famille. Une remarque qui m'a arraché un rire amer tant l'absurdité de la situation était flagrante car voir un homme qui prétend gagner 200 000 € par en vouloir utiliser mon argent durement gagné pour loger ses parents sans mon consentement m'a fait réaliser l'étendue de sa fourberie. Alors sans crier ni me mettre en colère. J'ai simplement repris le dossier de vente pour le jeter dédaigneusement sur la table en lui lançant que s'il gagnait autant d'argent et qu'il était trop radin pour payer quelques taxes, il ferait mieux de garder cet argent pour s'acheter plus tard une belle concession au Père-Lachaise afin d'y reposer en paix. Ce qui a plongé l'étude notariale dans un silence de mort alors que la vérité éclatait au grand jour. Révélant qu'il pensait être le plus fin des calculateurs mais ne se doutait pas que j'avais percé son jeu à jour jusqu'à l'os. Cet après-midi-là, dans l'ambiance feutrée de l'agence immobilière où le bruit des imprimantes se mêlait au souffle discret de la climatisation. Les feuilles de papier entre mes mains me semblaient soudain aussi pesantes qu'une dalle funéraire et sous la rubrique des acheteurs. 2 noms totalement étrangers à mon patrimoine me fixaient, ceux de Monique et Gérard, mes futurs beaux-parents. Alors que Bastien affichait toujours ce sourire poli et mielleux qui dissimulait mal une lueur de triomphe malsain. Clémence, ne fais pas de scène, tout le monde nous regarde. Murmura-t-il en essayant de me prendre le bras d'un geste protecteur comme si j'étais une enfant capricieuse. Mais je dégageai ma main avec une telle brusquerie que c'en était presque insultant. Sentant le papier du contrat se froisser sous mes doigts comme un dernier soupir d'agonie avant de lever les yeux vers les 2 personnes derrière. Lui. Des retraités d'une petite ville de province qui avaient passé leur vie à être économes et qui s'apprêtaient maintenant à signer pour un appartement de luxe qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir en 3 vies de labeur. Ne pas faire de scène ? Répétai-je d'une voix glaciale qui figea instantanément l'atmosphère autour de nous alors que l'agent immobilier restait la plume en l'air. Dérouté par ce revirement soudain, puis je lançai le contrat directement sur le torse de Bastien. Les feuilles s'étarpillant au sol comme le constat d'un échec irrémédiable. En lui rappelant que j'avais travaillé 10 ans pour économiser ces 800 000 €. Chaque centime étant le fruit de mes sacrifices pour avoir un toit à moi. Et en lui demandant comment il avait pu avoir l'audace d'amener ses parents pour usurper mon bien. Le visage de Bastien vira au rouge vif. Son masque de gentleman se fissurant pour laisser place à une rage incontrôlée alors qu'il s'écriait que ses parents l'avaient élevé avec difficulté. Et qu'il voulait simplement leur offrir un peu de bonheur pour leurs vieux jours. M'accusant de ne pas respecter sa famille et de lui faire perdre la face, tandis que Monique, qui était restée en retrait jusque-là, s'avança les larmes aux yeux en feignant la victime pour dire qu'il n'avait pas besoin de ce luxe si c'était pour être traité ainsi par une femme. Aussi arrogante qui n'était même pas encore entrée officiellement dans la famille. Gérard s'en mêla aussi en affirmant que dans une vraie famille on ne compte pas les centimes et que mettre l'appartement à leur nom ne changeait rien. Puisque nous y habiterions tous. Mais ce discours hypocrite ne fit que renforcer ma détermination à rompre tout lien car je comprenais que ce n'était pas une maladresse fiscale mais une véritable tentative de spoliation organisée. Si tu veux tellement cet appartement, Bastien, avec ton salaire de ministre, tu n'as qu'à le payer toi-même, car pour quelqu'un comme toi. 800 000 € ne devrait être qu'une formalité, lançai-je avec un mépris non dissimulé, ce qui le laissa sans voix. La bouche tremblante de fureur. Alors que les murmures commençaient à circuler parmi les clients présents qui comprenaient que monsieur voulait jouer les grands seigneurs avec l'argent de sa fiancée. La situation devint intenable et Bastien me saisit violemment le poignet pour m'entraîner dehors afin d'étouffer le scandale. Mais je me libérai d'un coup sec, mes ongles lui griffant le dos de la main jusqu'au sang. Avant de lui ordonner de ne plus jamais me toucher avec ses mains sales et de m'éloigner pour commander un Uber sans même lui accorder un dernier
Regard. Une fois dans la voiture, j'ai bloqué son numéro malgré ses appels incessants et j'ai appelé ma meilleure amie Léa, avocate de profession, pour lui raconter comment j'avais failli devenir la risée de ma propre vie en me laissant piéger par cette famille de prédateurs. Et elle m'a immédiatement rassurée en me disant que j'avais eu le bon réflexe car leur plan était une attaque coordonnée contre mes intérêts les plus fondamentaux. Peu de temps après, j'ai reçu un message vocal de Monique sur un groupe familial que je n'avais pas encore quitté. Sa voix stridente et pleine de venin me hurlant que son fils était une chance inouïe pour une femme de 30 ans comme moi et que si je ne m'excusais pas immédiatement pour mon comportement odieux, il n'y aurait pas de mariage. Ce à quoi j'ai répondu par un silence total avant de supprimer méticuleusement chaque contact, chaque photo et chaque souvenir lié à cet homme. Le soir même, Bastien a tenté de me joindre avec un numéro inconnu et j'ai décroché par curiosité. L'écoutant s'embourber dans des excuses larmoyantes et des justifications ridicules sur le fait que ses parents voulaient simplement économiser pour nous. Mais quand il a commencé à parler de ses problèmes de trésorerie passagers à cause de ses investissements professionnels pour justifier pourquoi il ne pouvait pas payer l'appartement lui-même, j'ai compris que tout son train de vie n'était qu'une façade de pacotille. Je lui ai alors proposé un marché simple, s'il était vraiment sincère et qu'il gagnait autant d'argent. Il n'avait qu'à me virer immédiatement 500 000 € pour que l'appartement devienne un bien commun après le mariage. Une proposition qui a jeté un froid polaire à l'autre bout du fil et a révélé son incapacité totale à assumer ses mensonges. Après avoir raccroché définitivement, j'ai commencé à éplucher mes relevés bancaires des 3 dernières années pour découvrir avec effroi que j'avais payé la quasi-totalité de nos dépenses communes, de ses vacances de luxe à l'entretien de sa voiture. Et même le collier en diamant qu'il avait offert à sa mère pour son anniversaire avait été débité de la carte secondaire que je lui avais confiée par confiance aveugle. Le lendemain, Monique a poussé l'audace jusqu'à venir faire un scandale dans le hall de mon entreprise, pleurant devant mes collègues que j'étais une femme vénale qui brisait le cœur de son fils après avoir profité de lui, m'obligeant à appeler la sécurité pour la faire expulser manu militari comme une intruse alors que ma réputation était mise à prix par leur mensonge. Réalisant que cette famille n'avait aucune limite morale, j'ai demandé à Léa de lancer une enquête approfondie sur la solvabilité de Bastien et les résultats furent sans appel. Non seulement il ne gagnait pas le quart de ce qu'il prétendait, mais il était criblé de dettes de jeu et comptait sur l'achat de cet appartement pour éponger ses créances en le mettant au nom de ses parents pour le soustraire à d'éventuelles saisies. En regardant par la fenêtre de mon ancien appartement de location, je me suis sentie incroyablement légère malgré la trahison. Car j'avais sauvé mon avenir, mon argent et ma dignité des griffes d'un escroc sentimental qui n'avait aimé chez moi que le solde de mon compte en banque. Et j'ai juré que plus jamais personne ne manipulerait ma générosité sous prétexte d'amour. Ces 3 années de passion que je croyais sincères et partagées n'étaient en fait qu'un investissement froidement calculé de sa part car j'ai réalisé, avec un effroi viscéral, que je n'étais pas sa compagne mais son projet de sortie de précarité. Une sorte de ticket de loto pour toute sa lignée et le moyen idéal pour eux de s'élever socialement à mes dépens. Et c'est précisément au moment où ce frisson de dégoût me parcourait l'échine que mon téléphone a vibré avec un appel de Léa qui m'a annoncé d'un ton d'une gravité inhabituelle qu'elle avait enfin les résultats de son enquête et qu'il fallait que je sois prête à encaisser le choc. Je me suis forcée à respirer profondément en lui disant que j'étais capable de tout entendre et la première révélation est tombée comme un coup près. Car Bastien n'a jamais été directeur de fonds chez une grande banque d'affaires comme il le prétendait mais n'était qu'un simple agent commercial. Précaire, même bas salarié en CDI, qui vivait de maigres commissions sur des placements douteux. Ce qui rendait son prétendu salaire annuel de 200 000 € totalement fictif et mon esprit s'est vidé alors que j'apprenais que sa voiture de luxe était une location longue durée dont il ne payait plus les mensualités depuis 3 mois. Léa a marqué une pause avant de m'asséner le coup de grâce en m'expliquant qu'en plus de n'avoir aucun patrimoine, ni appartement ni assurance vie, il était criblé de dettes avec cette carte de crédit au plafond, des découverts bancaires abyssaux et plus d'une dizaine de microcrédits à la consommation contractés en ligne avec des taux usuriers pour un montant total dépassant les 60 000 €. Ce qui signifiait que cet homme que je croyais riche était en réalité un escroc au bord de la faillite personnelle. Mes doigts se sont crispés sur l'appareil au point d'en avoir les phalanges blanches alors que je réalisais que j'avais failli confier ma vie et mes 800 000 € durement gagnés à un homme qui comptait sur moi pour boucher son trou financier et que toute sa famille était complice de cette
Sensu organisé, transformant ma peur initiale en une rage noire et bouillonnante. Quand Léa m'a demandé ce que je comptais faire, ma voix était devenue méconnaissable, sourde et glaciale, car si la rupture était une évidence. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer si facilement après une telle trahison et j'ai décidé que j'allais faire payer à ce manipulateur et à ses harengs cupides le prix fort pour leur audace. Les jours suivants, j'ai observé les messages mielleux de Bastien avec un mépris croissant. Le laissant jouer son rôle d'amant éploré qui m'envoyait des poèmes et des promesses d'avenir radieux alors que je préparais ma contre-attaque dans l'ombre, et quand il a senti que je lui échappais. Il a tenté un dernier coup de poker en m'annonçant l'organisation d'une fête de fiançailles grandiose sur le plus beau rooftop de Lyon pour prouver son amour devant tous nos proches. C'était un piège grossier. Une tentative de m'humilier publiquement pour me forcer à dire oui sous la pression sociale et familiale afin que l'argent de mon appartement devienne une affaire réglée. Mais j'ai accepté avec un sourire carnassier en lui disant de fixer la date et le lieu car je savais que ce serait le théâtre de sa chute finale. Léa était surexcitée par mon plan et a proposé de m'accompagner avec 2 de ses assistants juridiques munis d'un vidéoprojecteur et de dossiers certifiés à huissier pour sceller le sort de cette famille de parasites. Le soir de la récession, je suis apparue plus rayonnante que jamais dans une robe en soie champagne qui soulignait ma silhouette. Le regard fier et le port de tête altier, et quand je suis entrée dans la salle de réception de l'hôtel de luxe, Bastien s'est précipité vers moi avec un air triomphant. Pensant sans doute que j'étais revenue à la raison alors qu'il paradait dans un costume sur mesure probablement acheté avec ma propre carte de crédit. Monique et Gérard rayonnaient de satisfaction, présentant leur future belle-fille à leur cousin de province comme si j'étais un trophée de chasse. Et Monique a même eu l'audace de me prendre la main avec une affection feinte en vantant ma réussite auprès de ses amis. Au milieu de la soirée, alors que le champagne y coulait à flots, Monique est montée sur la petite estrade pour porter un toast. S'emparant du micro pour raconter avec des trémolos dans la voix combien il s'était sacrifié pour faire de Bastien l'homme brillant et riche qu'il était devenu, affirmant que son fils était la fierté de la famille avec sa réussite exceptionnelle. Puis son ton a changé, devenant plus aigre et moralisateur. Alors qu'elle commençait à critiquer à mots couverts les femmes modernes trop exigeantes et vénales qui ne pensent qu'à l'argent au lieu de soutenir leur mari dans les moments de construction familiale, me désignant presque du doigt devant une assemblée de plus en plus mal à l'aise. Elle essayait de me faire passer pour la méchante de l'histoire. La femme matérialiste qui refusait de partager ses biens avec une famille si méritante. Espérant m'acculer à une soumission publique sous les regards réprobateurs des invités. Bastien affichait un petit sourire en coin. Persuadé qu'il m'avait brisé et que je n'aurais d'autre choix que d'accepter ces conditions pour sauver la face. Mais c'est à ce moment précis que je me suis levée lentement, mon verre à la main. Pour me diriger vers la scène avec une assurance qui a instantanément fait taire les murmures. Je me suis emparée du micro avec un calme olympien et j'ai adressé un sourire radieux à l'assistance en commençant à remercier Monique pour son discours si émouvant qui illustrait parfaitement, selon moi, la détresse profonde et la réalité cachée de leur situation familiale que tout le monde ici méritait enfin de connaître dans les moindres détails. Je me suis contentée d'esquisser un sourire glacial en annonçant à l'Assemblée que j'avais moi aussi préparé quelques documents très instructifs à partager, puis d'un geste discret, j'ai fait signe à l'assistant de Léa qui se tenait au fond de la salle et instantanément. L'écran LED géant qui servait de décor s'est allumé pour projeter un relevé de la Banque de France souligné de rouge vif affichant le nom de Bastien. Avec une mention qui a fait l'effet d'une bombe. Fiché au FICP pour cette crédit à la consommation impayée et 13 dossiers de surendettement en ligne. Totalisant une ardoise de plus de 53 000 € de dettes exigibles immédiatement. Un brouhaha indescriptible a envahi la salle alors que les invités se demandaient si c'était une plaisanterie ou un montage Photoshop. Tandis que Monique et Gérard devenaient livides. Monique finissant par hurler des insultes en tentant de se jeter sur moi comme une furie avant d'être bloquée par les assistants de Léa qui formaient un rempart infranchissable. Sans même lui accorder un regard. J'ai fait défiler la page suivante pour révéler les captures d'écran de nos conversations privées où Bastien se vantait de ses bonus imaginaires de 200 000 € pour m'inciter à dépenser. Suivi d'un enregistrement audio accablant de son dernier appel où il dégayait lamentablement sur des prétendus blocages administratifs pour justifier son incapacité à payer l'appartement.
Les rires moqueurs ont commencé à fuser parmi les invités qui réalisaient que le prétendu Golden Boy n'était qu'une coquille vide criblée de dettes. Et j'ai continué le massacre en diffusant le contrat de location de sa BMW qu'il prétendait avoir acheté comptant mais pour laquelle il accumulait 2 mois de retard de loyer. Ainsi qu'une attestation de son employeur confirmant qu'il n'était qu'un simple conseiller clientèle en période d'essai payé au lance-pierre et non un directeur de fonds d'investissement. Ma voix, amplifiée par le micro. Mais pour essayer de m'arracher le micro et faire cesser ce déballage public. Mais j'étais prête et au moment où il s'est approché, je lui ai décoché une gifle monumentale qui a claqué dans le silence soudain de la salle. Le laissant chancelant avec la lèvre en sang et le regard injecté de haine. Puis j'ai saisi un verre de vin rouge sur la table pour le lui verser lentement sur la tête. Le liquide pourpre maculant son costume de luxe et son visage décomposé sous les yeux d'une assistance pétrifiée par ce spectacle de déchéance absolue. J'ai déposé le micro en lui lançant que cette soirée de fiançailles était mon cadeau d'adieu à toute sa famille de parasites et que désormais mes avocats se chargeraient de récupérer chaque centime qu'ils me devaient avant de quitter la salle la tête haute, main dans la main avec Léa. Sous les pleurs hystériques de Monique et les cris de rage de Bastien qui voyait son empire de mensonges s'effondrer définitivement. Une fois dehors, le vent frais de la nuit m'a apporté un sentiment de liberté incroyable. Comme si je venais d'extraire une tumeur maligne qui rongeait ma vie depuis 3 ans. Et l'onde de choc de ce scandale s'est propagée si vite que dès le lendemain, toute leur ville d'origine ne parlait plus que de l'escroc démasqué. Faisant de Bastien et de ses parents les parias de leur propre communauté. Astien a tout perdu en 24 heures, son travail, son crédit social et sa dignité, mais dans un dernier sursaut de lâcheté. Il a tenté de me faire chanter par SMS quelques jours plus tard en menaçant de diffuser des photos intimes si je ne retirais pas ma plainte. Une tentative désespérée qui n'a fait que confirmer sa bassesse profonde. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Me contentant de transmettre la menace à Léa qui a immédiatement fait envoyer une mise en demeure officielle pour tentative d'extorsion et chantage. Lui rappelant les peines de prison encourues, ce qui a suffi à le faire disparaître définitivement dans les égouts de sa propre existence car. Comme me l'a dit Léa avec un sourire satisfait. Ce genre d'individu ne s'attaque qu'aux faibles et s'écrase lamentablement dès que la justice se dresse sur son chemin. Comme on pouvait s'y attendre, cette mise en demeure a agi comme une douche froide sur Bastien, éteignant net ses dernières pulsions de folie. Et il a fini par s'évaporer totalement, plus un message, plus un appel, fuyant comme un chien la queue entre les pattes. Mais ce n'est pas parce qu'il avait peur que ses parents, eux, savaient s'arrêter car une semaine plus tard. Monique et Gérard ont débarqué devant la résidence où je louais mon appartement et ne pouvant franchir le digicode. Ils sont restés posters devant l'entrée à accoster chaque voisin pour me traîner dans la boue et essayer de me forcer à sortir. Ignorant que depuis l'incident à mon travail, j'avais fait installer une caméra de surveillance discrète dont les images montrant Monique se roulant par terre en hurlant des insanités ont été soigneusement enregistrées par mes soins pour être envoyées avec des sous-titres explicites sur le groupe WhatsApp de leur famille élargie sous le titre ironique du dernier cri du cœur de mes ex-beaux-parents. Ce qui a provoqué une onde de choc telle que même les oncles et tantes les plus indulgents ont fini par se détourner d'eux avec dégoût, les enfonçant un peu plus dans leur déchéance sociale. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là pour eux car la vidéo de la soirée des fiançailles et les preuves de l'endettement massif de Bastien sont rapidement tombées entre les mains de ses créanciers et des organismes de recouvrement qui, flairant l'impayé comme des requins, ont déferlé sur la maison de ses parents dans leur village de province, transformant leur vie en enfer quotidien avec des huissiers défilant sans cesse. Des tags sur leur portail et la honte publique d'une famille acculée de toute art alors que moi. Je savourais la tranquillité de mon appartement en buvant un café. Observant de loin ce naufrage sans aucune joie malveillante mais avec une sérénité absolue. Sachant que je n'avais fait que retourner contre l'arme qu'ils comptaient utiliser pour me détruire. Alors que je pensais que l'histoire s'arrêterait là, j'ai reçu une demande d'ajout sur LinkedIn de la part d'Élodie, la sœur aînée de Bastien. Et après une hésitation, j'ai accepté pour découvrir qu'elle ne venait pas plaider la cause de son frère mais m'envoyer un long message d'excuses déchirant où elle avouait avoir été la vache à lait de cette famille pendant des années. Victime du favoritisme toxique de ses parents qui l'avaient dépouillé de ses économies pour entretenir les illusions de grandeur de Bastien. Et j'ai appris avec horreur que les 15 000 € investis dans la fastueuse fête de fiançailles venaient de ses dernières économies de mère de famille que Monique lui avait extorquées par le mensonge en prétendant que je participais aussi financièrement
Élodie me révélait que ses parents l'avaient dernier en lui faisant croire à un mariage d'amour solide pour mieux la piller. Et elle a tenu à me rembourser les 4 500 € que Bastien m'avait empruntés en son nom autrefois. Un geste d'une dignité rare qui m'a profondément touchée et nous alliait par une forme de sororité tacite de survivante de cette lignée toxique. Me confortant dans l'idée que si je n'avais pas réagi ce jour-là chez le notaire, j'aurais fini comme elle. Vidée de toute substance et de tout espoir. Ma vie reprenait son cours normal quand Monique, dans un ultime acte de malveillance pure dicté par le fiel de sa défaite, a envoyé une lettre de dénonciation calomnieuse anonyme à la direction de mon entreprise et au service de conformité, m'accusant d'avoir une vie privée dissolue et surtout d'avoir détourné des fonds et accepté des pots de vin de la part de nos fournisseurs. Une attaque frontale visant à briser ma carrière que j'ai dû affronter lors d'un entretien formel avec Valérie, ma directrice de département. Une femme d'une 50aine d'années réputée pour son intransigeance. Face à ces accusations délirantes, je n'ai pas vacillé et j'ai demandé 10 minutes pour apporter les preuves de la vérité. Revenant avec un dossier complet incluant les rapports de police sur les harcèlements de Monique, les vidéos de surveillance de l'agence immobilière et surtout un audit complet de tous les projets que j'avais dirigés, prouvant par des factures certifiées et des flux financiers transparents que mon intégrité était absolue. Ce qui a conduit Valérie non seulement à me croire mais à m'exprimer son admiration pour ma force de caractère face à une telle adversité. Le lendemain, une note interne de la direction a fermement condamné ces tentatives de déstabilisation anonyme tout en réaffirmant sa confiance totale en mon professionnalisme, transformant cette tentative de meurtre social en un véritable plébiscite pour ma réputation qui est sortie de cette épreuve plus solide que jamais, me propulsant au rang de directrice adjointe, la plus jeune de l'histoire du groupe. Pendant ce temps, Bastien, totalement grillé dans le milieu de la finance et incapable de retrouver un emploi décent à cause de ses antécédents de fraude, a vu sa famille contrainte de vendre leur maison familiale pour éponger une partie des dettes, se retrouvant Maria de leur village et obligée de s'exiler dans un studio insalubre en sous-sol en banlieue lyonnaise où l'humidité et l'obscurité reflètent désormais la noirceur de leur âme. Élodie a définitivement coupé les ponts avec eux pour protéger ses propres enfants, laissant Monique passer ses journées à pleurer sur son sort en maudissant le monde entier tandis que Bastien, sombrant dans l'alcoolisme et la rancéure, a fini par faire 15 jours de prison après une bagarre de bar pathétique, achevant de consumer le peu de fierté qui lui restait. Moi, j'ai tourné la page en m'offrant un magnifique duplex avec terrasse dans un quartier huppé de la ville. Un espace baigné de lumière que j'ai décoré avec soin pour en faire mon sanctuaire de liberté où je reçois Léa pour célébrer nos succès respectifs. Car j'ai compris que la meilleure des vengeances était de s'épanouir et que pour une femme, la véritable sécurité ne réside pas dans les promesses d'un homme mais dans sa propre indépendance financière et sa force intérieure. Un an après cette journée fatidique chez le notaire, je contemple le coucher de soleil depuis mon balcon, sereine et accomplie, entourée d'amis sincères et courtisée par des hommes qui respectent enfin ma valeur. Mais je ne suis pas pressée car je savoure chaque instant de cette vie que j'ai sauvée de justesse, sachant que mon bonheur actuel est le fruit d'avoir su dire non quand tout le monde s'attendait à ce que je dise oui. Et c'est avec un sourire radieux que je lève mon verre à ce nouveau départ qui n'est que le commencement d'une existence où je suis enfin la seule et unique souveraine de mon destin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des récits toujours plus passionnants. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des récits toujours plus passionnants. Merci de nous avoir suivis.